Bonjour à tous, c'est les Lucas filles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Encore sur Andorre ? Eh oui, un an après notre magnifique analyse des Ewoks, la caravane du pourrage, nous revoilà sur Andorre pour la bataille d'Andorre. On pensait pas avoir à s'infliger ça, puis vous nous l'avez réclamé, donc bah voilà, on a voulu vous faire plaisir. On dirait pas qu'on s'est fait plaisir à le regarder, je crois Aurélie, hein, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah on a au moins appris que le Père Noël est une ordure, y compris sur Endor, donc ça c'est... C'était bon à savoir. Très clairement. Ouais, on aurait aimé ne pas avoir de nouvelles du Père Noël. Mais surtout, je dirais que ce film, toi qui réclames souvent, Aurélie, la possibilité d'avoir un jour un film d'horreur Star Wars. Donc, bon, déjà, on avait suggéré que l'ascension de Skywalker pouvait s'ancrer dans ce genre. Je dirais que la bataille d'Andorre est également le signe ou la trace d'une tentative de faire un film d'horreur dans Star Wars. C'est un mauvais Taram et le chaudron magique, enfin c'est... C'est beaucoup de choses, hein. C'est vrai qu'on va encore le comparer avec beaucoup de choses. On avait déjà beaucoup fait ça dans le premier épisode avec beaucoup d'autres films ou séries qui étaient contemporains à la sortie de ce film / téléfilm, parce qu'on rappelle que c'était quand même un téléfilm à la base, donc c'est vrai que c'est normalement pas exactement les mêmes ambitions, hein. Je sais bien que maintenant on a des productions qui sont faramineuses à la télévision, c'était quand même loin d'être le cas dans les années 80 et ça se sent bien. Mais par contre, il y a une vraie trace du film d'horreur dans cette histoire, hein. Tout ce qui est en post-production autour, pas seulement ce qu'on voit à l'écran, mais même ce qu'il y a derrière, si tu veux, l'extra-diégétique de ce film est quand même lourdement chargé film d'horreur en fait. Il y a plein de moments cringe, des trucs que j'avais pas vu gamine, parce que je crois qu'il était quand même sorti au cinéma en France. Mon père m'avait emmené le voir comme le premier, tu vois. Il m'avait beaucoup moins marqué que le premier. Bah, celui-là, il est sorti en 85, il dure 1h33 et on les sent passer, quoi. C'est le temps psychologique, hein, comme disait ma prof de philo. Hein. Bah c'est ça, mais moi j'avais noté 1h32 et j'ai marqué c'est 1h32 de ma vie que je n'aurai plus jamais. Que j'aurais pu passer dans des dramas chinois, je tiens à dire. Donc... Bien qu'il y avait des moments où j'avais l'impression d'être dans un drama chinois, mais on va pouvoir en parler. En tout cas, est-ce qu'on avait l'impression, comme pour le premier épisode, d'être dans Star Wars ? Eh bien, je dirais non. Et on va repartir encore sur l'idée que c'était quand même vraiment un proto-Willow, et ça se confirme encore plus sur cet épisode que George Lucas, il était en train de gentiment mûrir son concept de Willow, et qu'en fait, il faisait de l'art et essai, là. On va essayer avec ça, puis voir si ça passe, si ça colle sur le mur, tu sais, comme quand tu fais cuire des spaghettis. Bon là, le spaghetti... Il a pas collé au mur, hein. Au secours. Oh mon Dieu. Mais t'es pas le dente non plus, hein. Non, mais disons que ça se trouve, on aura, sur un malentendu, on fera des milliers de vues comme avec le premier épisode, tu sais. Ça va peut-être mais oui, parce que les gens cherchent désespérément. Mais parce que les gens cherchent désespérément à voir ces films, on sait pas pourquoi. On se dit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie de voir les Ewoks. Il y a de la demande sur les Ewoks. Alors, bon, bah voilà. Donc, du coup, ils vont chercher ce film et au lieu d'atterrir sur le film en intégralité sur YouTube, ils vont atterrir sur notre analyse et puis ils vont zapper au bout de 2 secondes. Alors pour ceux qui déjà n'ont pas zappé, donc on va vous livrer à chaud, à vif, comme ça vient, nos réactions. Mais je dirais un petit peu comme le film, il a été écrit, monté, réalisé, hein, donc ça va aller dans le même esprit. What the fuck, hein, je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Alors, faut quand même livrer le contexte général à ce film, parce que justement c'est intéressant, la genèse de cette bataille d'Andorre. Bon alors, on vous renvoie évidemment à notre premier opus pour tout ce qui s'est passé donc dans le premier épisode, hein. En fait, quand ils ont fait ce téléfilm là, en 85, George Lucas voulait absolument faire une suite à la caravane du pourrage. On se demande bien pourquoi. Ça n'avait pas été écrit comme un diptyque, hein, mais quand ils l'ont livré, ils se sont dit oh, faut qu'on en fasse un deuxième. Et ils avaient trop bu, c'était un pari. C'était un action-vérité. Ça avait eu du succès, c'est vrai, mais en fait, George Lucas, en le voyant, s'est dit, ce film n'est pas tout à fait réussi. Dans un grand moment de lucidité, il s'est dit ça. Et donc, il s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire mieux ? Et c'est là que tu t'es dit, le moment de lucidité, c'est arrêter là, George. Parce que son premier réflexe pour aller faire un film, enfin un téléfilm de la bataille d'Andorre, donc clairement, hein, une œuvre qui est livrée pour les minots, hein. Donc, son premier réflexe, c'est d'aller chercher 2 scénaristes qui sont des scénaristes de films d'horreur.
C'est tout à fait logique. Donc, il est allé chercher Ken et Jen Witt, qui sont des spécialistes en films d'horreur et qui ont commis notamment Freddy 4 et La Mouche 2. Ah Donc ça démarrait pas bien déjà. Mais si tu veux, quand tu regardes leur filmographie, ça fait tâche quoi, enfin si je puis dire, la bataille d'Andorre, là tu te dis mais c'est pas tout à fait le genre de film qu'ils font. Donc ils ont fait un film d'horreur, bon d'accord. Et ils se sont illustrés par leur premier gros succès, c'était un film qui s'appelait Silent Scream, qui était livré en 1979, qui était un des films indépendants d'horreur qui avait le plus marché à cette époque-là. Donc il a eu cette volonté-là d'utiliser donc ces deux scénaristes, qui peut paraître déjà barré. Et puis après, il a eu une autre idée, le père Giorgio, qui n'est jamais à court de bonnes idées, c'est-à-dire qu'il regardait Heidi à la télé avec sa fille, et quand il a vu ça, il a dit « Oh, voilà un bon contexte pour ma suite de La Caravane du Pourrage ». Il a demandé au scénariste de faire une ambiance Heidi. Et ça se sent tout de suite parce que dès les premières images, moi j'ai noté la famille Ricoré est devenue la famille Ricola. C'était évident. Oui. Ils cueillent enfin, c'est vrai que tu commences avec Wicket et Sindel qui cueillent des fleurs en ouverture avec une espèce de musique à la con, genre vraiment de la fantaisie des années 80, mais... On a même des gros plans sur des trèfles à 4 feuilles et franchement, vu comment les 3 à 4 premières minutes du film se déroulent, tu te dis qu'on aurait eu bien besoin d'en cueillir quelques-uns. Ah ben c'est ça, il y a encore un problème de genre, parce que c'est vrai que tu commences dans les Alpes, là, les Alpes de la lune enchantée d'Andorre, en train de ramasser de faire des couronnes de fleurs et tout ça, et puis d'un coup tu te retrouves dans Mad Max Fury Road et t'as rien vu venir, quoi. On retrouve le papa qui est en train de réparer la navette, genre il a plus qu'à mettre la batterie dedans et la famille Ricoré peut rentrer à la maison. Alors ils ont repris le même casting que dans le film d'avant, y compris le frère qui fait chier qu'on supportait pas l'ado à claquer, machin. Mais rassurez-vous, on les voit tellement pas longtemps à l'écran que c'est pas grave. Ah non, mais c'est pire que ça, hein, parce que la manière dont c'est géré, c'est vrai que la gamine, elle est là en train d'expliquer. Bon, là, du coup, on n'a pas fait le truc jamais. Bon, comme dit, ils sont en train de cueillir des fleurs, et puis elle est en train de dire à Wicket, la gosse. Alors, en plus, du coup, ils ont décidé de mettre la gamine en vedette, quoi. C'est elle qui porte le film avec, bon, je dirais que c'est Wicket, hein, qui porte le film. Mais néanmoins, notre référente humaine, c'est elle. La gosse, bon, les lumières sont allumées, il y a personne à l'intérieur pendant tout le film. Alors, t'essayes de te dire que c'est parce qu'elle est en trauma, hein, et dans le déni pendant toute l'histoire. Mais bon, c'est vrai que, comme on l'a dit, voilà, elle est bien minouchette, mais c'était pas une grande actrice et elle porte pas très très bien le film quand même. Donc c'est vrai que c'est un peu tristoun d'avoir mis l'accent sur elle. Et du coup, quand elle est là en train d'expliquer à Wicket, oh bah on va rentrer à la maison. Elle dit mais pourquoi? Parce qu'il parle beaucoup Wicket. Hein, ça nous avait déjà bien choqué dans le premier, mais là, il a tout un vocabulaire. Et donc du coup, elle lui explique qu'il faut qu'elle aille à l'école. Oui, message subliminal pour les mineurs. Et l'autre qui fait, c'est quoi l'école? À mon frère et moi, faut qu'on retourne à l'école. Ouais, c'est ça. Et elle lui dit c'est quoi l'école? Et elle lui fait bah t'es bête ou quoi? Parce que l'humiliation des Ewoks va se poursuivre pendant l'intégralité de ce film. Déjà dans le premier, ils prenaient cher, que c'était sans arrêt des pauvres créatures, etc. Enfin, ils se faisaient balancer que c'était des sauvages et tout ce que tu veux. Et bah là, ça continue parce que ce soit Sindel ou après donc le Père Noël qui est une ordure qu'on verra un peu plus tard. Tout le monde passe son temps à se foutre de la gueule des Ewoks. Et tu dis bon, en même temps, c'est eux les héros du film. Alors qu'est-ce que c'est que ce délire? Et donc ils débarquent effectivement en plein massacre du village, t'as toute la famille qui se fait zigouiller et ils reprennent le même cast et la mère, elle a même pas le droit à une vraie mort, t'arrives, elle est déjà clamsée, ouais. Le frère meurt hors champ après avoir dit à sa sœur d'aller voir ailleurs si elle y est. Et le père, c'est pareil, après il va mourir, bien qu'on ait eu quelques secondes avec le père dont on aurait pu se passer, le père il meurt après hors champ également avec juste la main, tu sais, sur l'arbre, etc. Et ça, la gamine, elle sait que tout le monde meurt grâce à sa flic-flac, hein, c'est son Fitbit. Ils ont tous un bracelet avec les signaux vitaux de la famille, ça s'éteint les uns après les autres, quoi. Ah, le scénario de l'angoisse pour les gosses, tu sais. Et donc tu te dis, mais est-ce que les séances de thérapie ont été remboursées après par DLF pour les gamins qui ont vu ce film? Bah après, je te dirais, vu que personne ne montre la moindre émotion alors que tout le monde est clamsé, moi je veux dire, la môme quand elle rejoint son père qui est près de la navette, qui est pris en joue par la sorcière du steak et Hordax, on va y revenir. Maman et le frère, ils sont morts. Oui, je sais. Zéro émotion, le père il est blessé, etc. Vas-y, cours ma petite fille, ne regarde pas derrière toi. Bon, évidemment, elle regarde derrière elle, machin, parce que c'est les mômes, quoi. Et lui, il meurt hors champ. Elle se rend compte que toute sa famille est morte. Quand elle explique ça un peu plus tard, écoute,
elle est pas troublée plus que ça. T'as zéro émotion au fait que la famille Ricoré est dégagée. Moi, j'ai noté que le village était attaqué à 3 minutes 15 à partir du début du film, quoi. Donc ça dépote tout de suite. On te parle pas des Ewoks qui se font massacrer. Il y en a certains qui sont pris en esclavage, mais il y en a quand même plein qui se font massacrer. Le village est incendié et tout. On s'en fout, mais on s'en fout aussi de la mort des humains. Enfin, t'es pas investi émotionnellement dès le début parce que même les acteurs sont pas investis, même l'histoire elle est pas investie, quoi. C'est juste il fallait se débarrasser de la famille pour que la gosse elle se retrouve toute seule aérée sur la lune d'Andorre. Parce qu'il fallait Heidi boucle d'air, c'est pas Heidi comme je l'ai dit, et ce sera d'ailleurs sûrement le titre de cet épisode, c'est boucle d'or quoi, très vite en fait. Ouais. Et pourquoi en plus ils pillent alors c'est les maraudeurs, donc on leur a donné plus tard une appartenance et des Sagnassiens ou Sagnassiens, je sais pas, Sagnassians, je sais pas, c'est agaçant en tout cas, enfin bon. La bande de maraudeurs qui attaquent les Ewoks, pour quelle raison ? C'est parce qu'ils ont à leur piller, si tu veux, parce qu'il y a même plus les furets à piller. Donc tout ce qu'il cherche, c'est la puissance. Enfin bref, le mec, il a plus de piles à la maison et tout ce qu'il veut, c'est embarquer la batterie de la voiture du père, quoi. Donc il repart avec la batterie sous le bras. Et alors tout ça en sachant qu'il est accompagné d'une sorcière magique et tout. Oh non, mais attends, elle a plus de pouvoir que dans leur batterie Wonder, là. Donc, si tu veux, ça n'a pas de sens. Et alors, d'ailleurs, ça aussi, c'est un problème de continuité parce que on l'a dit à propos de la sorcière Charal, là, donc en plus, qui a été bien nommée, qui a pas fait une apparition, donc là-dedans, enfin, qui est une sorcière dont on n'a pas identifié le clan. Et donc, a posteriori, avec Dave Wolverton, avec le roman de Dave Wolverton, Le mariage de la princesse Leia, on a pu transformer ce personnage de Charal en sorcière de la nuit qui serait partie de Dathomir et qui aurait volé un talisman qui s'appelle le talisman du corbeau, donc qui est cette pierre, là, cette bague magique qu'elle transporte avec elle. Bon, ça, toutes ces informations-là, elles l'ont arrangé après à leur propre sauce, si tu veux. Mais là, il n'y a pas de question de la force, quoi. C'est clairement de la magie avec une sorcière avec un costume dégueulasse qui est une proto Bave Morda qu'on va retrouver plus tard. C'est ça. Mais tout est là-dedans comme ça, quoi. Et d'ailleurs, je dis tout de suite que les costumes sont dégueulasses. Je tiens à le mentionner. Il y a, je sais pas, ils ont dû se fournir intégralement chez Casto ou le roi Merlin pour cet épisode parce qu'il y a beaucoup d'allusions au bricolage. Déjà, on l'a dit dès le début, t'as le père qui bricole qui est en train de réparer son truc. Et si tu regardes leurs costumes, ils ont des espèces de colliers qui sont faits avec des écrous et des boulons. Le nom d'un des personnages d'ailleurs, donc le fameux Père Noël dont on n'a pas encore parlé, la Noah, là. Noah Bricolon, là. Et ben, c'est Noah Bricolon. C'est Noah Bricoilon. Et donc, c'est le roi du bricolage. T'as le père la bricole qui est là-dedans pendant tout le truc. Bah, il y a un thème. Alors, les méchants, enfin, les maraudeurs sont juste trop moches. Les masques sont trop mal faits et tout. Enfin, ils suivent pas le mouvement des lèvres. Enfin, voilà. Le pompon, bien sûr, c'est le chef. J'ai déjà oublié comment il s'appelait. Moi, je l'avais baptisé Hortax parce qu'il ressemble tellement au Big Boss dans Shira. Tu vois ? C'est Terak. Ah, c'est ça. Ah, oui. Il avait un petit pirate. Enfin, bon, bref. Bah, moi, j'avais noté Morbac à un moment plutôt, parce que tu vois, parce qu'on avait Terak, Sarlacc, Sarak, Tarak, machin, on n'est pas loin de, effectivement, Taram, donc Morbac, ça manquait au truc. En sachant que l'acteur qui joue, si on peut dire, ce personnage, c'est celui qui fait Lurch dans La famille Addams de Tim Burton. Ah bah, tu vois. Le monde est petit, hein. Enfin, un grand acteur, quoi, grande taille, d'origine hollandaise. Et alors lui, c'est le boss de la sorcière. Elle, on saura jamais comment elle atterrit sur Endor, celle-là, hein, tu vois. Alors moi, j'ai noté les cascades étaient pourrage, trop mal faites. Alors, ce qu'il y a, c'est toutes les scènes de bataille, je faisais autre chose en même temps sur mon téléphone, en fait, parce que c'était juste trop mauvais. Je sais même pas par quoi commencer. À un moment donné, on a eu droit, au moment où le père meurt, il raconte l'histoire à sa fille du petit oiseau qui est obligé de s'envoler parce qu'il est orphelin. Donc là, j'étais en mode, j'ai marqué Kill me. J'en pouvais déjà plus à 5 minutes de film. Je serai toujours avec toi. Donc là, j'étais à Kill me x2, tu vois. Ah bah les dialogues n'ont pas été très réussis, ça c'est sûr. Alors est-ce que c'est le doublage ? Parce que ça aussi, la question du doublage est assez terrible. Hein. C'est-à-dire que les voix elles sortent de dessins animés et sont pas convaincantes. Peut-être que dans la version originale, ça passe mieux parce qu'on l'a vu en version française toutes les deux. Ouais. C'est vrai que là, le moment, comme tu dis, où t'as le père qui est en train de raconter l'histoire, il se fait attaquer. Donc sa famille vient de se faire intégralement dézinguer et comme la gamine, il le sait, il a
son Fitbit là qui lui permet de savoir ce qui se passe dans sa famille. Et donc il a forcément sa gamine en PTSD et tout. T'as les maraudeurs qui l'attrapent, qui le coincent contre son vaisseau et dit mais nous n'avons rien à vous donner, nous ne sommes que des étrangers, tu vois, sur ce ton-là, tu vois, le type... tranquille, ils auraient pu prendre un café à la terrasse, c'était pareil, hein. Clairement, on a l'impression qu'il était là en train de venir lui piquer son paquet de cigarettes, quoi. Niveau de stress, zéro. Nous ne sommes pas des voleurs, non, nous ne sommes pas des violeurs. Non, mais attends, écoute, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est vrai qu'il y a un gros... Et alors, c'est dommage parce que pourtant, il y avait potentiellement des bons acteurs là-dedans. En tout cas, il y en avait 2 bons acteurs. Enfin, en tout cas, des acteurs de genre. C'est-à-dire la sorcière Charal. Ouais. Pendant tout le film, j'étais en train de me dire, je la connais. Pareil, ouais. Alors oui, c'est une grande actrice donc d'origine galloise, qui s'appelle Sian Phillips. Alors, je crois que ça se prononce Sian, ça s'écrit Sian ou un truc comme ça. Mais bon, c'est jamais facile, les patronymes gallois. Les noms gallois, irlandais. Donc, Sian Phillips, qui est une grande actrice de théâtre et de radio, qui pour moi, si tu veux, m'avait marqué enfant parce que c'était la révérende mère dans le Dune de David Lynch. Et donc, elle faisait flipper sa race. Elle faisait beaucoup plus flipper sa race dans le Dune de David Lynch que là, effectivement, où elle sortirait, comme tu l'as dit, de She-Ra et de Musclor, ce serait pareil, quoi. C'est-à-dire, c'était complètement ridicule. Et alors, puis t'as là... ah oui, parce que dans ses pouvoirs magiques, donc cette force qui n'est pas une force, hein, parce que là, maintenant, ils vont nous dire que c'est la force, mais on l'a jamais vu. Pour le coup, pour ceux qui veulent nous faire les pouvoirs de la force, là, on y va fort quand même dans la catégorie illusion. Alors, elle a un cheval qui change de couleur. Et puis, alors, elle peut se transformer, parce que les blondes, c'est gentil, et les brunes, c'est méchant, hein. Lio au secours, revient chanter les brunes comptent pas pour des prunes, parce qu'effectivement, on a notre petite blondinette, qui d'ailleurs plutôt est en mode blondinette du temple maudit. Hein, elle fait flipper, là, l'actrice blonde qui attire la môme. Moi, je la trouve encore plus flippante que la sorcière noire. Tu l'as trouvée ? Elle avait un visage bizarre. Oui, mais enfin... Oui, mais elle était quand même en mode, tu sais, plus Galadriel, tu vois, la fée blanche, blonde, limite avec sa licorne. Bon, c'est pas une licorne. Et là, pour le coup, j'ai noté dans la marge Legends, en sachant que sorti la même année. Le film, la même année. Ouais. Et il y a 2 moments où tu te dis Legends, c'est ce moment-là. Avec en plus une chanson qui ressemble un peu à la chanson de la princesse Lily dans Legends. Et le moment où justement où ils infiltrent la base des maraudeurs, où c'est pareil, j'ai noté Legends. Le moment où ils sont là en train de se balader avec les gardes, la prison, faut divertir les gardes. Enfin, c'est quasiment la même chose et c'est moins bien fait que chez Ridley Scott, disons-le franchement. Ouais. Mais c'est à peu près le même genre d'inspiration. Et c'est vrai qu'elle fait ça, elle peut se transformer en animal, parce qu'elle se transforme en corbeau, et puis bon, elle utilise de pouvoirs magiques. Pour ça, elle fait penser plus, et c'est là que tu te dis, c'était quand même avant que Disney rachète, mais on est quand même pas très loin de Disney, parce que t'as quand même une succession de contes de fées là-dedans, Boucle d'or, bon, je sais pas, techniquement c'est pas un conte de fées, mais c'est le genre d'histoire qu'on raconte aux enfants, donc ça rentre dans la catégorie contes et contes de fées. T'as Boucle d'or, et donc les 3 nazes, t'as la Belle au bois dormant, avec la voix de Maléfique, et puis t'as le corbeau quand même, hein, donc t'as la voix qui est là à tirer la petite princesse blonde vers des emmerdes, et puis t'as aussi Blanche-Neige, hein, le passage où elle est dans la cabane du Père noté, Noël. Je l'ai noté pour voilà, plus tard, le moment Blanche-Neige. Et puis t'as le moment Pinocchio, parce que t'as la chanson de l'étoile, alors tu te dis ok, d'accord, t'avais vraiment envie de te faire repérer par Disney, beaucoup restaient quand même bien dans les contes de fées. Il manque vaguement de Jiminy Cricket, mais c'est Wicket. Ça revient au même. Wicket, c'est aussi le prototype de Dio, parce que il fait écho, pendant tout le film, il fait l'écho de Sindel. Elle dit un truc, il répète pareil, tu vois. C'est un petit que rayé. Oh là là, que c'était chiant. Autant on les shippait dans le premier film, autant là, dans le deuxième, je sais ça, tuez-moi, achevez-moi, c'est... Ah mais tu peux continuer à les shipper quand même, hein, parce que moi je te confirme que pendant tout le film, ils ont pas vécu la même expérience. Hein. Moi, avec mes yeux, certes tordus et dévoyés, tout ce que je voyais, c'était toi, tu veux pécho mon week-end. Déjà, il y a le coup de la grotte, faire un petit feu dans la grotte et se réchauffer. Drama chinois, le drama chinois, exactement. Il y a 2 passages de grotte, il y a un autre moment où il se retrouve dans un arbre creux qui fait un peu comme une grotte, tout ça, où tu as froid et tout, il veut lui tenir chaud et tout, etc. Et après, t'as l'arrivée de la créature infâme, parce que sur Andorre, c'est pas possible, c'est le pet shop de la mort, il y a tous les animaux possibles et imaginables. Donc t'as l'espèce de lapin furet sous acide, là, qui arrive, et donc du coup, ça le dérange. Et là, on voit qu'il est embêté d'avoir le lapin qui a débarqué, parce que du coup, ça l'empêche de pécho. Il casse la baraque.
Ouais, et en plus, à un moment, il a littéralement le feu au cul, Wicket. Hein. Il s'assoit sur des braises et tout. Et moi, je dis qu'il y a un fil derrière, là, il y a un sous-texte que clairement, il voulait pécho tout le temps. Ça ne s'est pas fait, parce que bon, ça ne s'est pas fait. C'est chaud comme mais la c'est vrai braise, qu'il y a la un gamine vieux elle a 6 ans, on rappelle. Oui, oui, mais lui, c'est un enfant aussi, donc ça va, on va pas parler de pédophilie sur ce truc-là. Par contre, tu peux parler de pédophilie sur les autres personnages, hein, le Père Noël, par exemple. C'était le cringe maximum. Donc, ils nous font le coup de monter très très vite. Ils escaladent vite la montagne. À un moment donné, ils sont coincés dans une grotte où il y a la fameuse scène où ils se tiennent chaud, machin, parce que les maraudeurs montaient sur des blurgs. Qu'on retrouve dans le Mandalorien, ça c'était cool. Ils leur tirent dessus, ils ont des blasters, ils cherchent la puissance mais ils ont de l'énergie pour leurs blasters, donc on sait pas trop, bref. Et ils sont piégés dans une grotte avec plein d'ossements, donc tu peux te dire, mais du con, il y a un prédateur dans les parages. Non, ils sont pas inquiets, ils dorment tranquilles, et alors là, le truc qui m'a saoulée, le moment Léonard de Vinci, comme dans le premier film, ils nous ont refait le coup du deltaplane, Léonard de Vinci, avec des os et du cuir. Bah attends, son père lui avait dit qu'il fallait qu'elle fasse comme l'oiseau. Alors elle avait pas chanté la chanson de Michel Fugain, elle allait forcément reprendre le deltaplane. Hein. C'était évident. Donc on a fait comme l'oiseau, cuit, on est reparti sur le deltaplane. Elle s'est fait enlever parce qu'il faut qu'elle fasse comme dans le Temple Maudit ou dans King Kong ou machin. Je te dis, la blondasse à qui il arrive que des conneries, qui passe son temps à crier et à se faire enlever par des créatures diverses et variées. Qu'elle se fait enlever par le ptérodactyle animé par Phil Tippett. Donc voilà, nous allons faire un clin d'œil sur les animations. Comme les blurs, que... stop motion de Phil Tippett. Coucou Alexandre au passage. Du coup, on n'osera rien dire de méchant, tu vois. À part que ça a vieilli, forcément. Oui, ça a vieilli. Voilà, mais on s'en tiendra à cette remarque. Voilà, on sait qu'il y avait du travail à l'époque, mais bon, ils avaient peut-être pas un gros budget non plus, faut dire. Donc ouais, le dragon dinosaure, il embarque la môme, on sait pas pourquoi, parce qu'il essayait de les bouffer, puis d'un seul coup, il embarque la môme. On sait pas pourquoi. Wicket monte sur son deltaplane et il s'en prend à la bestiole qui lâche la môme. Et là, comme je suis en plein dans le drama coréen, j'ai noté « Crash landing on you ». Elle lui tombe dessus. C'est là qu'après, ils sont dans le tronc d'arbre et qu'ils sont découverts. Qu'est-ce que j'ai noté ? Après, on apprend qu'il s'appelle Tic. Tu l'appelles le lapin. Moi, j'ai noté, c'est le Yeti / rongeur / singe. L'ancêtre de Flash. Mais tu noteras que quand il le voit, Wicket, il a un cri du cœur qui sera à peu près notre cri du cœur pendant tout le film, qui est « C'est quoi ça ?» Il le dit régulièrement d'ailleurs. Hein. Donc même Wicket, tu vois, il trouve que c'est abusé ce film, parce que régulièrement, il est là « What the fuck ?» Ouais, mais Tic, il est Wicket, mignon. Il trouve que c'est il est trop... mignon, tu vois, il a bon cœur, il est gentil, il les invite chez le pédophile et tout. Ah oui, voilà, ouais, c'est le rabatteur. Il est en train de les rabattre pour les ramener chez le pédophile. Alors j'ai noté quand même que la môme, elle dit des trucs chelous, genre précipitamment. Je connais aucun enfant de 6 ans qui dit précipitamment, quoi. Et j'en connais des précoces, hein, quand même. Mais bref, ça fait pas naturel. Et alors, quand ils arrivent chez Tic et Tac, là... c'est une espèce de vieille chaumière. Enfin voilà, c'est le moment Blanche-Neige qui commence. La môme, elle a 6 ans, à peine arrivée. Elle vient de perdre ses parents. Elle a passé des nuits dehors. Elle a été enlevée par un archéoptérix, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, machin. Un ptérodactyle. Un ptérodactyle. Ouais, ça, ouais. Et elle se dit, je vais faire le ménage. Bien sûr. Ah bah, plus que ça, elle fait pas que le ménage, elle avait trouvé le moyen de faire des muffins et du porridge. Tu sais, c'est My muffins bring all the boys to the yard. Tu vois, c'est un peu ça, allez hop. Elle fait la vaisselle, elle fait faire la des muffins. Bouffe, Et au moment où le vieux con arrive, il trouve la môme et... Enfin, les deux mômes, hein, une humaine et un Ewok. Il les fout dehors en pleine nuit. Il les dégage en pleine nuit. Ils ronchonnent qu'ils ont rangé sa baraque. Par contre, il bouffe tous les bons petits plats que la môme elle a préparés. Il a aucune honte, quoi. J'ai noté gros bâtard. Eh ben c'est vrai que visuellement il ressemble à une espèce de Père Noël du pauvre, tu vois, un Père Noël Jumanji. Et ouais, il est sûrement, alors il vient pas du cercle polaire, mais il est bipolaire parce que c'est vrai qu'il passe du barrez-vous bande de morveux à venez mes petits choux, je vais vous gâter en 2 secondes, si tu veux, genre zéro filtre. Et en fait, ouais, du coup, dans cette optique Blanche-Neige, c'est un petit peu un mélange entre prof et grincheux, quoi. Ouais. Il combine les deux en un, quoi. Avec une bonne dose de Bad Santa, quand même, mais à choisir, regarder le film avec Billy Bob Thornton, c'est beaucoup plus marrant. Moi, le truc, j'ai failli faire un arrêt card, c'est quand il se réveille et qu'il est en chemise de nuit, mais surtout, on aperçoit son slip kangourou au moment où il se lève de son lit, et là, je me suis dit, non, ça va pas être possible.
Mais alors attends, parce que c'est joué par une star quand même, hein, faut le dire. Enfin, c'est joué par Wilford Brimley, qui est d'ailleurs décédé cet été, hein, paix à son âme, qu'on a vu dans plein de films en fait de l'époque. Il était dans Cocoon et il était également dans The Thing, dans La Chose. Et donc c'est là que tu te dis la piste de l'horreur continue quoi. Et il était dans plein de films de cow-boy. Enfin, il était connu pour avoir une superbe voix. Il chantait notamment. Bon là évidemment nous on a dans le doublage, alors on n'a pas trop profité de sa voix de velours. Mais voilà, donc c'était quand même pareil un acteur qui était bien connu de l'époque si tu veux. Et des années 80. Mais ouais, le vieux qui les fout dehors, qui les dégage comme des merdes. Puis le lendemain, il s'étonne que les enfants qui se soient barrés. Bah pourquoi ils sont partis? Et là, t'as Tic et Tac Flash là qui se dit mais t'es con ou... Enfin, tu les as dégagés comme des clodos. Enfin, je veux dire, c'est... Donc oui, il est bipolaire ou alors il a les troubles de la mémoire ou je sais pas quoi. Mais moi, si tu veux, le cringe, ça a commencé quand il ramène la gamine. Il dit si, bon, allez, viens dormir à la maison, etc. Parce qu'elle fait un cauchemar ou je sais pas quoi. Il la fout dans son lit alors qu'il est en slibard sous sa chemise de... Qui se connaissent pas. Mais tu sais qu'en plus, ils ont censuré ce film parce qu'il y avait une autre scène qui avait été censurée où il y avait justement un cauchemar à un moment. Et dans le cauchemar, il y avait Terak, là, un Terak / Morbach, qui était dans le lit avec elle. Et donc, ils ont censuré ça parce qu'ils se sont dit, oh, tout de même, c'était peut-être un petit peu osé. Oh, je sais pas, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage de ce film, quoi? Bah, d'autant que tu vois le personnage de Terak, si tu veux rester sur du Disney aussi, mais après on va revenir peut-être sur le côté malaisant, c'est aussi un personnage qui m'a fait penser vachement au roi Louis, quoi, du livre de la jungle. Il est un peu comme ça, quoi. Il est sur son trône, dans sa citadelle gothique. C'est le château de Balmorda avant l'heure. Hein. Voilà, exactement. Et donc, il est là dans sa citadelle à vouloir que la petite fille lui apporte le secret du feu des hommes, le secret de la puissance. Mais c'est exactement ça, parce que tu te dis, mais pourquoi il demande à la gamine... Il a tué l'ensemble de la famille, dont le père qui peut-être pouvait manipuler sa pile Wonder, là. Et donc, il prend une gamine de 6 ans qui est visuellement... Enfin, on voit qu'elle est très, très con. Enfin, je veux dire, les fils se touchent pas pendant de la gamine pendant tout le temps. Enfin, à part faire des muffins et du porridge... elle était beaucoup moins con dans le premier film, en fait. Bah ouais, mais là, c'est pas une lumière. Hein. Ils ont viré la petite fée Clochette. Bah, c'est dommage, parce que peut-être qu'elle aurait pu aider à quelque chose. Mais là, la gamine, il est là, il dit « Ah, apprends-moi le secret du feu rouge de la puissance. » Mais non. J'y connais rien, je suis pas ingénieure, j'ai 6 ans. La première fois quand elle s'est fait enlever, tu sais qu'elle est là dans le chariot de l'esclavage avec les Ewoks. Je sais même pas pourquoi ils ont ramené la moitié des Ewoks aussi là-dedans. Et donc elle est dans le chariot, elle est là « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Moi, j'étais en train de noter « Bah écoute, si tu te fais pas bouffer ou violer, déjà t'as de la chance, tu vois. » Donc c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Alors on note en plus que... La sorcière qui potentiellement aurait pu faire flipper, elle a peur de Hordax et elle se plie devant lui, elle flippe, etc. Enfin voilà, donc elle perd tout le peu de crédibilité qu'elle aurait pu avoir, non quoi. Donc les méchants ils font pas peur, c'est plus les costumes et les maquillages qui font peur, mais pas pour les bonnes raisons quoi. Ah, ils font pas peur non. Alors j'ai noté aussi... À un moment donné, le vieux, il se barre travailler dans les bois, machin. Et t'as Wigdell, alors je sais pas comment on pourrait appeler ce ship, Wigdell ou Sinket, je sais pas. Enfin, Sindel et Wicket qui le suivent. Et alors, la filature d'une discrétion à toute épreuve. Mais c'était mauvais. Et c'est le genre de truc facile à éviter en plus. Hein. Pourquoi c'est si mauvais? À l'époque, on savait faire mieux déjà. Ouais, mais tout en étant complètement raccord avec ce qui se faisait aussi à l'époque, c'est-à-dire le sidekick, là, la créature un peu teubée, mais mignonne, et enfin, tu vois, qui est toujours à côté. Je t'avais dit quand on avait vu, ça fait penser à, je sais pas, dans les Cosmo 4, t'en avais un, et pourtant c'était que des animaux là-dedans, mais même là, t'en avais un quand même. Dans Musclor, il y en avait un, dans She-Ra, il y en avait. Je veux dire, à chaque fois, on avait toujours cette espèce de personnage. Alors là, je dirais que c'est Tic sans tac, là, du coup. Il y a aussi les os, t'avais toujours un passage dans des labyrinthes avec des squelettes et des trucs, et là on a droit à notre squelette de base, tu vois. D'ailleurs, toute cette histoire là avec son partenaire, parce qu'ils étaient deux là, le Père Noël il avait un acolyte, c'est même pas mené à bien... Enfin, honnêtement, ça passe au-dessus de la tête de tous les mômes, quoi, ce qui se passe. Qu'est-ce qui va rester pour les gamins? À part qu'il y a Wicket à côté. Ouais, les Ewoks, c'est mignon, les Ewoks. Mais quand t'as les gros plans sur l'Ewok, le costume, il fait flipper comme c'est pas possible. Et donc, quelques morts traumatisantes, parce que c'est vrai
vrai, comme tu dis au début, on voit pas trop les morts, mais la mort de la fin, punaise, le maraudeur quand il se fait buter, c'est franchement horrifique comme moment, quoi. Puis du coup, Wicket, ça confirme bien que les Ewoks, c'est quand même des tueurs, c'est vraiment des tueurs sans pitié, hein, parce que donc, à un moment, j'étais en train de me dire, mais pourquoi on a un combat entre Bob le bricoleur / Père Noël, là, et le maraudeur, parce qu'on s'en fout, en fait, c'est pas eux les héros, donc on devrait même pas avoir le combat, le duel entre les deux. Et je dis, ça devrait être Wicket. À la dernière seconde, Wicket arrive, et donc avec la bague fait... cramé, grillé, on a l'impression qu'on est sur la chaise électrique, là, le maraudeur, et bon, il est pas gentil, hein, mais néanmoins, limite t'as pitié pour lui à la fin. Elle est horrible, cette scène. Ah bah, le cadavre fumant, ça faisait flipper, hein. Après, il est détruit par la bague de la sorcière, puisqu'à un moment donné, elle se transforme en corbac et il est fâché après elle parce qu'elle a merdé. Bon, on a sauté directement à la fin, mais honnêtement, ça change rien, quoi. Et il est détruit par la puissance de la bague de la sorcière, qui, elle, du coup, n'est pas morte, mais qui restera à tout jamais un corbeau. Comme une conne sur un dor, jusqu'à ce qu'il y ait un Ewok qui lui mette un gros coup de... Oui, parce que Wicket, il s'entraîne à devenir tirer la fronde aussi. Ouais, mais tu vois, là aussi, encore, on revient sur ce qu'on l'avait déjà dit, mais on va le redire, sur les problèmes de continuité. Alors, on sait, ce film n'est plus canon. Moi, à l'époque, il l'était. Ça s'inscrivait dans toute une histoire qui était compagnon avec le retour du Jedi, etc. Et on rappelle que ça se passe en 3 après la bataille de Yavin. Donc, de toute façon, avant... que déboule sur la lune enchantée d'Andorre, Anne, Léa, Luke et toute la troupe là. Et on rappelle encore une fois que quand on nous les présente, c'est un peuple primitif qui n'a jamais vu visiblement d'humains, tu vois, sans casque. Il a pu espionner l'arrivée des soldats de l'Empire, donc il voit bien ce que c'est qu'un humanoïde avec un casque, mais visiblement ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a enlevé un casque, parce que c'est sa réaction quand Léa elle enlève son casque. Ils savent pas ce que c'est que la bouffe d'humain, ils savent pas ce que c'est que des fusils, etc. Ils sont pas équipés. Et donc là, on nous fait croire qu'ils ont vécu un moment en cohabitation avec, donc, comme tu l'as dit, une bande de types qui sont armés technologiquement. Donc il y a les maraudeurs, ils ont leur blaster, leur truc. Donc ils ont accès à cette technologie. Vous ne pas me faire croire qu'ils vont pas récupérer après les armes et les machins. Ils ont passé du temps avec la famille Ricoré qui leur a visiblement appris à parler tout à fait correctement, même si un peu comme un disque rayé. Mais enfin, ils font quand même beaucoup de phrases. Et donc, comment on arrive au retour du Jedi? C'est un mystère, quoi. Un grand mystère. Ils ont tous été frappés d'amnésie. Ils ont peut-être croisé une autre sorcière, on n'est pas au courant, qui leur a lavé le cerveau. Je ne sais pas. C'est vraiment... Et sans parler de toutes les créatures qui nous ont introduites sur la lune enchantée d'Andorre et qu'on ne croisera pas, évidemment, pour le peu de temps qu'ils passent dans la forêt. Et puis en plus, pour une lune forestière, comme on sait que chaque planète dans Star Wars, c'est un écosystème, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de montagnes, de plaines, de châteaux gothiques. De châteaux gothiques et tout. Bah, on devrait être dans Krul, Conan ou autre chose, ou ce que tu veux, mais ou dans Willow, encore une fois. Ou alors tu te dis que l'univers de Willow, en fait, c'est une continuité de l'univers d'Andorre. Oh et non, que ne gâche pas Willow, place je dans ne veux Star pas Wars. Pitié. Mais écoute, c'est quasiment ça. C'est à un moment, tu te dis quasiment ça. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec du Star Wars, c'est de la fantasy. En tant que fantasy, c'est acceptable pour l'époque, on va dire. C'était pas déconnant par rapport à ce qu'on avait comme spectacle de l'époque. Tu retrouves les mêmes thèmes, les mêmes utilisations, etc., les mêmes visuels, grosso modo, les mêmes astuces scénaristiques. Tu rajoutes juste des blasters et des navettes spatiales, quoi, c'est tout, mais franchement, c'est pas... Bah là, on le voit très peu, hein, du coup, ouais. Juste à la fin. Mais ça aussi, ça pose un problème qui n'est pas assez soulevé, c'est-à-dire... donc on a ces charmants compagnons qui sont là, qui les aident, qui les sauvent, qui leur servent à plein de choses, et puis tu t'en fous, tu t'en débarrasses à la fin comme si de rien n'était, quoi. C'est-à-dire qu'en fait ils abandonnent, que fait la SPA, parce qu'ils abandonnent, tu vois, leurs animaux qui sont doués de raison, ce ne sont pas juste des animaux, ils sont doués de raison, d'intelligence, et sans eux ils seraient dans la merde, il faut oui, ils seraient morts. Et donc et voilà, exactement, et ils se barrent, ils n'ont aucune gratitude, aucun machin, enfin... Ils les emmènent pas avec eux. Enfin, il y a un truc que je comprends pas, moi, si tu veux, là-dedans aussi. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est des bestioles du coin, c'est leur environnement naturel, on les laisse là, tu vois. Mais je pensais comment ils embarqueraient Tic. Tic. Bah oui, parce qu'il était tout seul, il était visiblement... Il a vécu en isolation avec le Père Noël là pendant tout le temps. Ils étaient que tous les deux. Ils ont normalement créé un lien.
Non, il le laisse sur la planète d'Andorre. Sans lui demander, hein, c'est même pas lui qui a choisi. Tu vois, non, je préfère rester ici avec mes amis les Ewoks. Tout le monde s'en fout. C'est non, on les laisse derrière. Enfin, non, mais de façon, le côté accessoire, là, zéro émotion, hein, parce que quand la môme et Wicket se font griller par le vieux, en fait, tous les jours, il se barre pour rafistoler sa navette pour essayer de repartir. Donc la môme, elle commence à parler au vieux, puis elle lui dit « Ma famille est morte, ça me rend triste ». Et toi, ta première réaction, vu que, voilà, elle le dit, même moi, j'ai mis plus d'émotion que dans le film, quoi. Et là, toi, t'es là, ah bon, première nouvelle. Ça n'a pas frappé, hein, que tu étais triste. Ouais, bah, peut-être un traumatisme, hein, encore une fois. Elle a peut-être pas eu le temps de... Oh, je sais pas. Et alors après, j'ai remarqué Kill Me, une chanson de la petite. Alors, au moment où t'as marqué ça, moi, j'étais en train de marquer, ça manque de chansons. À ce point-là. Et à ce moment-là... Ah non, mais parce que je disais, vu l'ambiance générale, j'étais au point où on en est, je suis étonnée que ça parte pas en musical. Et donc, je sais pas, tu vois, cette prescience, tu vois, que j'ai eue, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je jure, hein, parce que je l'ai jamais vu ce film, c'était la première fois. Et d'un coup, à ce moment-là, la chanson de l'étoile, oh mon Dieu. Et elle est chantée, tu vois, par la gosse, alors qu'on a dit, dans le même temps, t'avais cet acteur qui était un chanteur par ailleurs. Et pourquoi, quitte à nous chanter une chanson, il a fallu que ça vienne avec la gosse, quoi. C'était... Oh, je crois que c'était le moment où je suis allée me faire un café, tu vois. Mais il y a eu que des mauvais choix qui ont été faits, en fait, là-dedans. Plein. Et je crois que c'est après, du coup, que tu vois la sorcière blanche qui fait encore plus flipper que la sorcière méchante, quoi. Et elle a un cheval, effectivement. Ils ont des chevaux. Alors, on avait déjà noté que sur Endor, dans le premier film, t'avais des poneys, des poules, des chèvres, un furet, enfin bon, bref, quoi. Et là, ils ont des chevaux de guerre sur Endor, parce que... why not? On s'en fout. Non, elle a un cheval. Les autres, ils sont sur des créatures qui auraient plutôt bouffé le cheval, c'est à mon avis. Mais voilà, c'est pas grave. Tout ce petit monde cohabite joyeusement. Enfin, c'est... très curieux. Et alors après, on retrouve donc Terak, le chef des mojetés, et sa sorcière, qui parle dans une langue bizarre, sans sous-titres. On se dit merde, on pensait y échapper parce que ça y est, les Ewoks parlent avec les humains, voilà, et non. On a quand même droit à une langue bizarre qui tombe comme un cheveu sur la soupe, en plus, parce que souvent ils échangent aussi en français, enfin c'est... Oui, mais ça c'est très Star Wars. Bah, c'est un moment très Star Wars. Ouais. En fait, c'est peut-être le seul moment Star Wars du film, peut-être, d'ailleurs, en dehors des blurgs. Mais bon, maintenant, c'est parce que les blurgs ont été cautionnés par le Mandalorien, mais bon... C'est plus un clin d'œil qu'autre chose, quoi. Et alors, à un moment donné... du coup, comme elle arrive à rien, la sorcière, t'as Terak la mojetée qui la met en tôle. Et donc, c'est là que la môme la rencontre. Et c'est là qu'elle lui montre le squelette je sais plus comment il s'appelle, de l'acolyte du pédophile. En lui disant, bah, tu vois. Salak, ouais. Il est là, Salak. Il est pas tombé dans le sarlac, mais il reste que le squelette du mec qui était parti chercher de quoi réparer, machin, qui est jamais revenu. Et ça a dû durer des années, parce que l'autre, il est vieux, quoi. Et elle montre ça à la môme, j'étais là en mode, what the fuck, mais le traumatisme, quoi. Bah, surtout que ça sert à rien, quoi. Je suis même pas... Enfin, il y a pas de suite à ça. Enfin, ça a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Ouais, non, voilà, ça émeut pas plus que ça la môme. Ça a aucune émotion du côté des Ewoks qui sont enfermés dans les geôles à côté. Et puis, à un moment donné, la sorcière, elle lui dit aussi, non, mais ce qu'il nous faudrait, c'est une navette. Et là, j'ai noté, tu n'avais pas remarqué la navette derrière le père Ricoré, espèce de connasse. T'as pas vu qu'il était en train de rafistoler sa navette? Mais pourquoi il leur faut une navette en plus? Parce que je pense que la sorcière qui flippe de Terak, maintenant qu'il a plus confiance en elle et tout, elle veut se barrer, quoi, parce qu'elle sait qu'elle est sur la sellette. J'ai l'impression que c'est eux qui veulent avoir une navette, mais pourquoi faire? Ils sont arrivés, ils sont pas natifs d'Andorre. Comment ils sont arrivés là d'abord? C'est ça aussi. On sait pas. Tu vois, faut pas creuser. Non mais c'est pas possible. À quoi ça va leur servir? Tout ce plan-là est foireux, quoi. Cette histoire, je sais pas, ils l'ont écrite avec des pieds, quoi. C'est pas possible. Même nous, on peut faire mieux un soir de beuverie, hein. Enfin, franchement. Alors, il y a quand même un truc que j'ai bien aimé dans cette scène de la prison qui durait pendant des lustres, qui s'évade de prison et tout. C'est qu'à un moment donné, Wicket, il veut faire sortir la sorcière et la môme, elle lui fait non, pas elle, elle est méchante. Et là, j'étais là, ouais, bien joué, Sindel. Laisse-la pourrir dans sa C'était le moment girl power de Sindel. Yes. Ah non, parce que le syndrome princesse
Sarah, j'en peux plus. Donc là, oui, pas si con que ça, la môme, 6 ans, elle dit non, elle est méchante, elle, faut pas l'aider à s'en sortir. Alors, j'ai noté aussi un truc, c'est que quand même, moi, le passage dans les douves, il y a des espèces de créatures dans les douves qui sont des douves en eau, quoi. Et tu te fais bouffer si tu tombes dans les douves, quoi. Je me suis dit, pour des mômes, quand même, ça doit... Enfin, je trouvais que ça hyper flippant, tu vois. De même que Terak, quand il sort de son château pourri, en fait, il a une putain d'armée avec des étendards et tout. Enfin, on est vraiment en mode... Bah, tu vois, tu disais les douves, c'est le moment où t'as aussi des cascades et des choses comme ça là-dedans. Et tu te parlais des cascades avant en disant que, bon, voilà, t'avais pas été très impressionné par les cascades. Non. Pour information, les cascades ont été réalisées souvent par les acteurs eux-mêmes. Tu vois, justement, Warwick Davis, il a dû faire ses cascades dans le film. Ah ouais, mais il était pas vieux, il avait 13-14 ans à l'époque. Non, il était pas vieux. Donc bon, bah voilà, il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, quoi. Ouais, non, mais c'est plus les cascades de ceux qui font les maraudeurs que j'ai trouvé pas bonnes, alors que c'était des mecs sous des masques qui pouvaient mettre des cascadeurs, on s'en foutait, tu vois. Je trouvais que c'était pas terrible. Alors après, on arrive au moment Rambo, parce que le vieux pédophile, tout autour de son vaisseau, il avait foutu des pièges, machin, et puis les Ewoks, c'est leur truc aussi. Ah, t'as mis aussi. Rambo. Ah, moi j'ai marqué Maman, j'ai raté l'avion. Ah, ouais, je m'occupe des méchants, c'est exactement ça. Et c'est ensuite que t'as une espèce, qu'est-ce que j'ai noté? Baston sans intérêt entre les Ewoks et les méchants, pendant que le vieux essaie de faire démarrer sa caisse. Bah c'est ça, là c'est bon, là tu vois qu'ils sont allés rechercher, ils ont voulu refaire la scène de la bataille du retour du Jedi, mais c'était pas très réussi quand même, on se retrouve avec les mêmes trucs. Pendant cette scène de bataille, je crois que, ou alors c'est un autre moment, non c'est un autre moment, c'est au début, j'ai noté, quand on parlait des histoires de doublage et des choses j'ai des hallucinations auditives moi pendant ce film, tu parlais qu'il y avait des langues, etc. Et je confirme, il y a 2 fois où j'ai entendu des trucs, je suis presque sûre que ça a été fait exprès, c'est-à-dire qu'à un moment au début, pendant l'attaque du village par les maraudeurs. Il y a un Ewok qui passe devant, je suis sûre d'avoir entendu GPT, tu vas me dire. Et quand il y a la partie de tarot, un jour il faudra qu'on fasse un épisode sur le jeu dans Star Wars, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de jeux à l'intérieur, et savoir comment c'est exploité ou pas, on en parlait sur Ahsoka. Et à un moment, donc il y a une partie de tarot chez les maraudeurs, et il y en a un qui dit « fuck ». Alors moi j'ai noté à 1h24 et 15 secondes, c'est précis. Donc c'est pendant la baston improbable autour du vaisseau. Alors à un moment donné t'as le vieux qui se bat contre Terak là. T'as Sindel qui parle anglais qui dit « Do something Wicket, do something !» Je dis attends. Ah oui, j'ai noté aussi. Ah oui, c'est le moment où oui, ils ont oublié une phrase. Je me suis dit un truc qui a été lost in translation pour vous dire à quel point tout le monde s'en fout de ce... Et c'est quand même dingue que la gamine se sente obligée de dire à Wicket de faire quelque chose alors que Wicket est quand même beaucoup plus débrouillard qu'elle à la base. Il est très occupé d'ailleurs à ce moment-là. Hein. Ils chôment pas les Ewoks. Hein. Ils se battent pour leur vie, quoi. Et c'était long cette bataille, ça, j'en pouvais plus. Je sais pas comment ça oui, tout à fait. Moi j'ai passé beaucoup de temps aussi sur mon téléphone. Par contre, c'est vrai qu'une critique que j'avais fait pour le premier, je peux pas la faire là, parce que le premier, il fallait 40 minutes pour se mettre en branle, j'en pouvais plus. Là, à partir de 3 minutes, le village est défoncé, donc t'es dans l'action tout de suite. Et il y a très peu de moments de pause. Malheureusement, les moments de pause, c'est où les gens chantent ou montent leur slip. Enfin, bon, c'est une catastrophe. Bah, c'est surtout que les moments de pause, enfin, ou en tout cas, tout le film est noyé par la musique de Peter Bernstein. C'est pas Léonard, c'est Peter. C'était dur, la musique aussi. Ça m'a pas convaincue, moi. Non, c'était pas du philharmonique, machin. Il y avait un peu trop de synthé, il y avait un peu trop... Mais bon, après, je te dirais... C'était très sirupeux. C'était trop exagéré. Je sais pas, il y a quelque chose... Ça m'a gêné, cette musique aussi. Ça m'a vraiment gêné. Depuis la musique du début, quand il cueille les fleurs, je dis, oh putain, on dirait de la musique de mauvaise fantaisie, ou même de dessin animé qu'on regardait, genre Donjons et Dragons, La Grande Aventure, des trucs de fantaisie, tu vois, qu'on regardait étant môme. Ouais, mais elle est surtout très présente. Je sais pas, je l'ai trouvée omniprésente, et la piste sonore est assez forte, donc c'est vrai que tu te la prends dans la figure beaucoup, et comme en plus c'est vrai que quand c'est la gamine et Wicket, alors c'est pas nécessairement la faute à Warwick Davis, c'est pas ce que je veux dire, mais néanmoins c'est vrai qu'ils portent pas vraiment le film du coup tous les deux, et ce qui fait que t'es vraiment laissé un peu seul avec ta bande son, parce que leur dialogue casse pas 3 pattes à un canard ou à un Ewok a fortiori, et donc du coup bah tu écoutes la musique et puis elle est pas bonne, et donc du coup t'es noyé par ça. Enfin c'est un truc qui m'a vraiment gênée. Au moins on n'avait pas la voix off. C'est ce que j'allais dire. Je me suis demandé un commentaire.
Si c'était pas pour faire oublier qu'il n'y avait pas de voix off. Et ben voilà, Dorothée a pas voulu refaire la voix off sur le 2. Mais c'est qu'a priori, elle n'avait pas en VO off non plus, quoi. C'est... Non, nous on n'avait pas eu la chance parce qu'on n'a plus cette version-là qui était avec la voix off de Dorothée en version française, puisqu'il l'avait insupportable la voix off dans la caravane du C'était courage. Insupportable. Du coup, t'en as plus. Mais t'as la musique. Donc est-ce que c'est à un prêté pour un vomi? Ouais, est-ce qu'on est gagnant au final? Je suis pas sûre. Non, on n'est pas gagnant. Par contre, on peut dire qu'on est gagnant sur un point, c'est que ça lui a permis effectivement de préparer la route pour Willow, et là, on a été hyper gagnant pour Willow. Ouais. Donc, c'est vraiment amusant de mesurer, à la limite, ça sert à ça, ce film-là. C'est de mesurer ce qui va finalement marcher, ce qui va faire un petit miracle, ou un film qu'on a plaisir à voir. Enfin, moi, c'est encore un film que j'ai énormément de plaisir à voir, Willow. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs d'enfant. Et que je regarde encore avec le même plaisir aujourd'hui. Et donc, tu as ce film-là qui a servi un peu de brouillon pour ça, et qui fonctionne pas, et qui est un peu tout pourri, tout naze, quoi. Alors, en sachant que comme maintenant, le Mandalorien a l'air de vouloir quand même sans arrêt nous exhumer des choses de l'univers étendu, que ce soit canon ou légende, on n'est pas à l'abri de revoir débarquer Tic et Tac, en tout cas tout seul, dans le Mandalorien. Je prédis le retour de Tic dans la saison 3 du Mandalorien, ou à la fin de la saison 2, tu vois, oubliez bébé Yoda qui maintenant a un nom que je ne redirai pas, parce que bon, on va dire qu'on est encore en mode spoiler et Aurélie n'a toujours pas vu. Bah, mais non, même si on me l'a spoilé, je peux pas le dire parce que ma femme est dans la même pièce que moi, et si je spoil ce genre de truc, voilà. Je vais dormir dans la salle de bain. Donc non. Donc on dira rien. Mais disons que voilà, on s'en fiche de bébé Yoda, ils vont nous ramener Tic et tout ira bien, tout le monde sera content. Canoniser Tic. Mais je te dirais qu'à la rigueur, cette bestiole-là, c'était pas si pire. Moi, je l'ai trouvé mignon. Il était beaucoup moins con que la plupart des personnages principaux. Et puis c'était un peu le compas moral du vieux. C'est lui qui arrondit les angles, machin. Puis quand tu vois que le vieux, il commence à craquer, enfin il craque du jour au lendemain. Oh la petite, elle est mignonne, machin. C'est pour ça que c'était cringe. Mes bouts de chou, mes petits bouts de chou, tu sais pas pourquoi. Avec sa tarte aux fleurs, avec sa tarte aux fleurs. Mais qu'est-ce que c'est qu'il va manger avec sa tarte aux fleurs? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Enfin, n'importe quoi. Donc Tic, à la limite, je serais contente de le revoir dans le canon, tu vois. Il était assez fun, et c'était peut-être la créature la moins ratée, même s'il avait des côtés un peu moches. Il est moche, hein. Moi je le trouve. Il a des cernes, c'est pas possible. Aucune crème, même de grande marque, ne pourra rattraper ça. C'est pas possible. Il faut de la chirurgie esthétique. Non. Ouais. Après, je sais pas ce que les personnages sont devenus. En tout cas, dans l'univers légende, la gamine est devenue, c'est là que je rigole, elle est devenue journaliste sur Coruscant. Ça doit être du grand reportage. Voilà. Sindel à la pointe de l'actualité. Du coup, on ne sait pas si elle est retournée sur Endor voir ses potes, comme elle l'a promis à la fin. Oui, parce que alors, le moment des adieux, autant vous dire qu'on s'en contrefout. On a zéro investissement émotionnel depuis le début, et les personnages aussi, ils ont zéro investissement émotionnel. Hein. Donc, ils font leur câlin à leur peluche, là, et puis ils les laissent derrière comme des cons. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est donc le vieux qui va ramener la môme. Ils vont quitter Endor, il va la ramener dans la civilisation, quoi. Enfin, on ose espérer, enfin on le sait maintenant, mais quand tu vois le vaisseau dans lequel il décolle, il est aussi mal fichu. Alors on pensait que c'était le Faucon Millennium le pire, mais c'est vrai que depuis le Mandalorian, on peut dire que le Razor's Crest, je ne sais même pas comment c'est possible de pouvoir voler avec ce truc, hein, en termes de sécurité, je ne sais pas trop. Hein. Il est pire que le Faucon Millennium, quoi. C'est la remarque qu'on se faisait avec ma moitié. Je disais, mais plus jamais on traitera le Faucon Millennium de tas de ferraille. Ah non, c'est pas une poubelle à côté. Non, l'autre, t'as les morceaux qui tombent pendant qu'ils sont dans l'espace, si tu veux. Tu te dis, mais c'est possible ça Je sais pas. C'est la volonté de la force que le truc il explose pas. Ouais. Sûrement. Ça doit sûrement être ça. Puis quand tu vois les réparations qui sont faites à bord, des cache-misère. Il a aussi vite fait d'en racheter un neuf. Hein. Bon, on aura l'occasion d'en parler sur un épisode spécial parce qu'on nous l'a demandé. Et ça sortira. Vous inquiétez pas. Je me suis moins amusée à regarder celui-là que le premier. Je trouvais que le premier, il était plus sympa à défoncer que celui-là. C'est triste à dire, mais le premier était plus drôle. Peut-être parce qu'il y avait l'adolescent de mes deux, là, qui nous a vénère depuis... Je sais pas, ils auraient dû garder la famille Ricoré ou... Les parents savaient qu'ils servaient à rien, ça c'est sûr. Donc, des assistés de la life.
Ouais, je sais pas, effectivement. Est-ce que c'est l'effet, on va dire, de surprise, hein, c'est-à-dire que ça avait la fraîcheur de la découverte, le premier épisode. Là, le Peut-être. deuxième, alors que pourtant, sur papier, t'avais plus effectivement d'éléments qui pouvaient en faire bon, peut-être pas un succès, mais en tout cas d'être un petit peu plus réussi. Alors, par contre, on sait que ce deuxième opus, il est parfois, souvent même préféré à la Caravane du Pourrage. Je sais Ah que ouais? ceux qui aiment bien ces deux films, écoute, visiblement ces films ont leurs fans. Enfin, regarde, je veux dire, voilà, les gens cliquent, les gens cherchent, les gens veulent, les gens ont gardé des souvenirs. Ou alors, je sais pas, c'est parce que je pense qu'ils sont restés en traumatisme depuis qu'ils l'ont vu dans l'enfance. Il y a peut-être l'effet de curiosité parce que c'est un freak show, tu vois, donc c'est exactement l'idée que tu vas voir à la Galerie des Monstres. Hein, donc il y a peut-être cette curiosité-là. Ou peut-être, tu vois, la curiosité de l'interdit, tu vois, du tabou, de la découverte, parce que comme ces films ne font plus partie du catalogue officiel canon, on ne les verra pas sur Disney+. Peut-être des gens ont envie de voir aussi, voilà, pour savoir exactement quelle est l'étendue des dégâts. De se faire toutes les casseroles de Lucasfilm. Voilà, moi je dirais que ce film-là m'a donné très envie de revoir Willow, c'est tout ce que j'ai à dire. Auquel on consacrera un numéro hors série très prochainement depuis aussi. Depuis le temps qu'on en parle, ça fait un an qu'on en cause. Alors, il y a un moment, il va falloir qu'on se mette au-dessus. On va s'atteler à Willow, on va se faire plaisir. Et vous faire plaisir aussi, parce que je crois que ce film a ses fans. On a déjà eu des commentaires dans ce sens. Et il n'y aura pas de charal, il n'y aura pas d'Ewok, il y aura des brownies à la place. Ouais, des Space Brownies aussi dans le genre, oui, effectivement. Mais là, pour le coup, les Space Brownies, tu les vois pas dans le film, dans la bataille d'Andorre, ils ont été consommés par l'ensemble de la production, quoi. C'est-à-dire que ce soit le réalisateur, les scénaristes, donc notre producteur George Lucas, qui a dû en abuser, parce que quand même, quand tu te lèves le matin en disant je veux Heidi dans l'espace, voilà, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée en soi. Par contre, c'est vrai que du coup... C'est pas franchement une réussite. D'ailleurs, ils ont dû s'en rendre compte parce qu'ils en ont pas fait un troisième, tu vois. Ils auraient pu vouloir en se disant, attends, celui-là, on l'a un peu raté, on va encore faire mieux. Bah oui, ils ont fait... Si, en fait, ils ont fait un troisième. Le troisième, c'est Willow. Parce que c'est exactement ça. T'as la même gamine à bouclette. Bon, là, c'est un bébé parce qu'ils se sont dit, là, carrément, on va éviter d'en avoir une qui cause. Et d'ailleurs, le bébé joue beaucoup mieux que l'actrice de 6 ans. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Bon, c'est des jumelles en plus, parce que normalement, pour des raisons légales, t'es obligé d'en avoir 2. Mais bon, la gamine, elle était vachement expressive, hein, donc le bébé dans Willow. Et donc, ils ont repris le côté, le bébé à bouclette, la petite blondinette. Bon, c'est un petit peu une rouquine plutôt, mais bon, à bouclette avec le gentil Warwick Davis. Et puis une sorcière et de la magie et un méchant à casque qui est un peu également finalement comme celui des maraudeurs. Là d'ailleurs j'ai jamais... Enfin, tu vois, quand il enlève son masque au début, tu te dis d'accord, il a un masque, mais en dessous il a encore un autre masque, c'est son masque de comédien là, et tu te dis c'est la galerie des masques, donc c'est très bien. Non, c'est vrai, voilà, ça. Le troisième, c'est Willow. C'était Willow avec une sorcière qui fait flipper, un château qui fait flipper, des méchants qui font flipper. Et après, Willow, c'est beaucoup plus violent, c'est pas le même public, quoi, mais... Ouais, mais au moins, t'as une histoire d'amour et elle est bien foutue. C'est un villainous crush, alors forcément, nous, on signe. Hein. En plus. Et t'as du torse-poil. Donc là, t'avais des torse-poil, ça s'appelait les Ewoks, mais ça va pas faire rêver plus que ça. Je voulais pas voir le vieux en torse-poil, avoir vu ses jambes et sa culotte, moi, ça m'a suffi. J'avais fait des cauchemars et tout. Non, mais t'as pas compris que c'était une façon subtile d'arriver à remettre une image de Kylo Ren. C'est-à-dire, t'es la perche tendue du désespoir, là, Aurélie. J'étais au bout de ma vie. J'étais là, comment est-ce que je vais arriver à remettre Kylo Ren torse-poil? Et donc là, je t'ai tendu cette perche, mais je la saisis rien que pour toi et pour toutes les fans du torse. Et pour le montage, voilà. Et pour le montage, voilà, exactement. Exactement. Qu'on finisse sur une image sympa. Bah, on est surtout très très content de pas avoir vous proposé Noël prochain les Ewoks 3. Enfin, on espère qu'on croise les doigts pour que Star Wars nous sorte pas jamais de la vie. Un nouvel Ewok. Tu me fais peur parce que t'avais quand même des velléités de te faire le Holiday Special. Bon, j'ai un an pour me préparer psychologiquement. Bah là, on dira qu'on fera le Holiday Special si vous nous le réclamez, mais va falloir vraiment nous le réclamer là. Va vraiment falloir y aller ramer, hein. Donc, ramer, fournir l'alcool et tout. Donc on conclut. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on conclut là. Je pense que là on a tiré tout ce qu'on pouvait. Il n'y a plus de moelle à retirer des os de ce pauvre Salak. Donc on vous dit à bientôt pour la saison 2 du Mandalorian. On vous souhaite des bonnes fêtes et on vous fait des gros bisous. À très bientôt.